Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous recevoir dans le podcast. Vous êtes écologue et professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Vous travaillez depuis 20 ans sur le thème de la biodiversité en ville, de l'urbanisme écologique. On vous entend beaucoup dans les médias, vous faites de nombreuses conférences, vous avez écrit aussi plusieurs ouvrages. Je mettrai les liens dans les notes de cet épisode. Vous faites partie des pionniers qui, dès les années 90, ont réfléchi sur comment on ramène et on conserve de la biodiversité dans les villes, parce qu'en fait, on a vraiment besoin des services écologiques que crée le vivant, vu que nos villes, en fait, sont aujourd'hui ultra minérales. Alors, vous savez, dans ce podcast, on n'est pas des spécialistes. En revanche, on est des curieux et je pense qu'on est à peu près tous en quête de sens. On se questionne sur cette question du beau. Est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle définition du beau, peut-être plus soutenable, plus durable pour les choses, des objets, les projets à donner? Et si j'ai eu envie de vous inviter ici, c'est pour que vous puissiez nous expliquer en quoi et pourquoi il est urgent que le vivant revienne dans nos villes. Donc si vous le voulez bien, durant cette conversation, vous allez peut-être être un peu notre guide. Mes questions seront assez simples, mais bon, je crois qu'il n'y a pas trop de questions bêtes, en tout cas sur ces sujets qui sont pas évidents, mais aussi en même temps urgents et passionnants. Vous défendez l'idée, et nous aussi d'ailleurs, je pense dans ce podcast, qu'il est plus possible de construire contre la nature. Vous appelez d'ailleurs tous les constructeurs urbanistes à considérer la nature comme le point de départ de tous leurs projets. Et c'est très certainement, alors évidemment plus complexe, mais réellement porteur de durabilité. On va en reparler. Avant qu'on entre dans le détail de tout ça, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est votre métier écologue ? Alors, écologue, c'est un scientifique d'abord. C'est pas un écologiste. L'écologiste, c'est les politiques, c'est l'approche politique de l'écologie, mais ça déborde largement des fonctionnements biologiques ou autres. L'écologue, il travaille sur l'oikos, sur la maison et l'ensemble des espèces qui vivent dans un habitat. Donc, c'est souvent d'abord un naturaliste, c'est-à-dire qu'il est capable de reconnaître les plantes, de connaître les vertébrés, etc. Mais son travail de fond, son principal, c'est le fonctionnement, c'est les relations entre ces espèces. On va en reparler tout à l'heure avec la biodiversité. C'est donc comment est-ce que les différentes espèces, avec leur milieu, tout ça fait un écosystème. Et l'écologie, c'est donc l'étude un petit peu de l'ensemble du. Alors nous, on dit biotique, donc tout ce qui est vivant, donc, et de l'abiotique, tout ce qui n'est pas vivant. Donc c'est un l'ensemble, voilà, qui fait les bases de l'écologie. Donc les animaux, enfin les espèces et les plantes, enfin tout Les c'est ça. animaux, donc les animaux et les plantes, et puis tout ce qui fait le biotope aussi, et qui sont tous ce que nous on appelle des variables. Donc ça va être aussi bien les supports minéraux que le climat, que la zone géographique où on est, etc. Tout ça, ça rentre en compte pour préciser le fonctionnement de la faune ou de la flore qu'on observe. Ok. Et alors, comment vous en êtes arrivé à vous intéresser au monde urbain, en fait ? Mon parcours personnel, il est assez particulier. J'ai démarré en faisant surtout de l'éthologie, donc c'est l'étude du comportement animal. Et j'ai fait une thèse en éthologie avec beaucoup d'approches de neurobiologie sur les hormones et tout ça. Et petit à petit, je me suis aperçu que ce qui m'intéressait le plus et qui était fort, j'avais surtout envie de faire du terrain, me promener un petit peu et pas rester dans les labos. C'était toutes les variables extérieures qui expliquent un peu aussi les animaux, le comportement des animaux. Et je suis devenu spécialiste. Au début, je travaillais à l'INRA, à l'Institut national de la recherche agronomique, et j'ai animé une équipe assez rapidement. Donc, je travaillais avec une équipe plutôt sur les oiseaux. Ma spécialité à moi, c'était les étourneaux, les corneilles, les corbeaux, les pigeons, voilà. Et ces oiseaux-là, ils sont venus de plus en plus souvent en ville. Et du coup, quand j'ai commencé à vouloir travailler de façon un peu cohérente, un peu écologique sur ces populations, je me suis aperçu que on avait pas mal d'oiseaux qui passaient aussi bien de la campagne à la ville, et notamment les étourneaux qui mangeaient toute la journée en campagne mais qui venaient dormir dans la ville. Et donc je me suis aperçu, et très rapidement on m'a demandé ouais, mais c'est bien, voilà, on va limiter peut-être les étourneaux, leur présence dans la ville parce que ça pose des problèmes, mais Ça on pourrait posait pas des avoir. problèmes ? Oui, ça pose beaucoup de fientes. Ah oui, d'accord, ok. Donc j'ai circulé beaucoup pour comprendre un peu pourquoi les oiseaux choisissaient tel site plutôt que tel autre, et puis pour aider un petit peu à soit à les déplacer, soit à leur faire peur dans certains sites ou autres. Et très rapidement, les municipalités, alors ça c'était dans les années 1990, quoi.
Et ils m'ont demandé, mais puisque vous y connaissez dans la faune, comment on fait pour avoir plus d'écureuils? On voudrait des écureuils dans nos parcs. Et c'est là que j'ai commencé à avoir une autre vision un peu de mon travail, qui n'était pas simplement de résoudre des problèmes d'environnement et de pollution par les oiseaux, mais plutôt positif. Mm. Comment on fait pour avoir des rouges-gorges, des écureuils, comment on fait pour que les papillons ils viennent jusqu'en centre-ville, voilà. Ça a été le début dans les années 90 de mon entrée dans la ville. Et puis très rapidement, effectivement, j'étais un des premiers en France, parce que en Angleterre et puis en Allemagne, il y avait déjà quelques personnes qui travaillaient aussi là sur cette idée-là, de développer un peu une nature sauvage, hein, avec les guillemets qu'on veut autour du sauvage, dans la ville, et en disant qu'elle a aussi toute sa place et que la ville ne peut pas continuer à être simplement du minéral avec que l'homme et qui fonctionne que entre lui et il a besoin de la nature. Ça a été le démarrage. Ouais. Et donc en fait, c'est là vous vous dites quand vous creusez cette question de comment on fait pour ramener toutes ces espèces dans les villes, vous vous dites bah en fait c'est pas que ces espèces, c'est tout un écosystème. Enfin, comment vous en êtes arrivé à dire à tout le monde bah en fait il faut davantage de biodiversité dans les villes? Oui, bah, c'est un bon. Le cheminement a été long, hein, c'est certain. Mais donc au début, c'était des questions de présence d'espèces, hein. Mm. On veut plus d'écureuils, de papillons, mais on veut moins de corneilles et de pies, par exemple. Et l'idée, elle a été rapidement d'expliquer que, en fin de compte, la nature en ville, ce qu'on développe, c'est une nature de paysagiste. Alors, Mm. c'est provocateur, bien évidemment, mais c'est pas du tout violent que de dire ça. L'idée, c'est Oui, c'est pas qui a sauvage en été, fait. C'est ça. c'est pas sauvage. Ouais. Il y a toujours eu une opposition entre la nature et la ville. Quand on a construit, depuis fort longtemps des villes closes, des remparts ou autres, c'était pour se protéger autant des brigands que des loups et des moustiques et de tout. La nature sauvage fait peur. Hein. Ça a toujours été le cas. Et donc, du coup, il fallait se protéger de cette nature agressive. Et puis ça a changé, et ça a changé avec l'hygiénisme un petit peu du début du 20e, hein, fin 19e, début 20e siècle, où on s'est rendu compte que cette nature, par certains de ses aspects, elle est assez indispensable. Alors on le savait déjà, hein, on avait déjà des beaux parcs, hein, au cours du 19e siècle, on a commencé à faire des grands parcs publics, hein. Et donc du coup, on a recherché des espèces, le plupart du temps exotiques, qui viennent de loin, hein, et c'est tout l'avènement de l'horticulture. Donc on a planté des palmiers, on a planté des arbres qui viennent d'Amérique, on a planté des fleurs qui viennent d'Asie, etc., etc. Donc on a développé toute une horticulture pour l'esthétique, pour le beau, Pour le bas, parce ouais. qu'il y a une recherche de ça. Les premiers grands parcs urbains qu'il y a eu, c'était des parcs. Alors les géographes disent parcs à paraître. Mhm. C'est-à-dire, c'était pour se faire voir. Donc, la bourgeoisie se promenait dans ces parcs, hein, comme le faisait Louis XIV déjà, hein, Ouais. dans son Versailles. Et c'était ouvert à toute une classe, puisque c'était interdit aux laquais, interdit aux chiens, interdit, voilà. C'était toute une classe de la population qui venait se montrer. Et donc, du coup, il y avait tout un ensemble autour de très belles plantes, de choses admirables. Il y avait tout le statuaire, hein, il y avait toutes ces statues, il y avait il y avait tout un ensemble aussi de petites constructions qui participaient un peu à cette magnificence, etc. Donc, du coup, la nature en ville, elle a commencé comme ça, hein. Et donc dans ces parcs-là, le choix des espèces à planter, il était fait avec des critères qui étaient uniquement esthétiques. Il n'y avait pas quelles sont les espèces qui dialoguent bien ensemble, qui permettent d'attirer plus d'insectes, enfin voilà, il n'y avait pas Non, toutes non, ces non. questions-là derrière. Non, Ouais. non. Le plus fort, ce sont les jardins d'acclimatation, c'est-à-dire que non seulement on avait du beau, ce qui était déjà utilisé, hein, les horticulteurs travaillaient déjà, les pépiniéristes travaillaient déjà là-dessus, mais Mm. en même temps, c'était de montrer à tout le monde des espèces qui existaient très très loin. L'idée a un peu évolué fin 19e, début 20e, avec cette notion d'hygiénisme dont je parlais tout à l'heure, Ouais. c'est-à-dire qu'en fin de compte, on s'est aperçu que la ville pure et dure, j'allais dire industrielle, industrieuse, minérale, était polluée, était sale, et il y avait énormément de miasmes, hein, et il y avait énormément de maladies qui se développaient. Et donc cet hygiénisme a commencé avec, il va falloir travailler sur des courants d'air, hein, c'était les grands propos de Haussmann, il faut refaire des grands boulevards pour que voilà, il y ait du vent un peu là-dedans, et puis surtout, il faut planter.
et il faut amener plein d'arbres. Et on a choisi des arbres, ceux qu'on connaissait, puis ceux qui supportaient déjà aussi la pollution, faciles à ramasser au point de vue feuilles, enfin, etc., etc. Et donc du coup, on a planté beaucoup de marronniers, de platanes, notamment dans toutes les villes. Et encore aujourd'hui, ce sont ces espèces-là qui sont parmi les principales. Il y a toujours cette notion d'esthétique, de beau, Oui. qui est indispensable. On en a besoin aussi, c'est clair. Mais en même temps, voilà, c'est une forme de magnifier la nature à travers ces quelques exemples. Ouais. Et ce qu'on a fait beaucoup, c'est d'utiliser toujours ou pratiquement les espèces qui étaient les meilleures pour ça. C'est-à-dire des espèces qui soit ont des belles couleurs, soit supportent très très bien la ville qui était donc polluée ou autre. Et donc on arrive là avec des problèmes de monoculture un peu. Enfin, en tout cas, c'est toujours voilà. la même espèce un peu. Voilà, tout à fait. Ouais. Le problème, ça a été qu'on se réfugie derrière quelques espèces. Alors ça marche très bien parce que ces espèces-là, elles nous rendent des services. Le platane, heureusement qu'il y a du platane. Il y a énormément de particules qui sont dans l'air, dans les grandes villes, qui sont collées sous les feuilles du platane et qu'on va ramasser en même temps que les feuilles mortes. Donc du coup, tout ça, c'est pas dans nos poumons. Ouais. Donc bien évidemment, ces arbres-là qui tiennent bien le coup, on en abuse. Et le coude de l'orme, qui était aussi une des espèces très utilisées, notamment dans le sud de la France, il a été malade dans les années 1970, et pratiquement tous les ormes ont disparu. Donc c'est pas une vue de l'esprit de dire qu'il faut de la diversité. C'est-à-dire parce qu'en fait, l'idée, c'est que, pardon, je vous coupe, mais du coup, si je comprends, ça veut dire que s'il y avait eu plus de diversité et pas que des ormes, peut-être que les autres espèces auraient survécu en tout cas et toute la plantation aurait pas été détruite, quoi. C'est un peu ça. Voilà, aurait repris les services que rend le platane, c'est-à-dire que la notion de paysage, d'ambiance que donnent quelques arbres, plus le rafraîchissement, plus effectivement, j'ai pas rien de parler du particulaire. Si on a une diversité d'espèces, bien évidemment, on peut avoir l'orme ou là le platane qui est très malade. Il y a quand même 2 maladies graves sur le platane qui risquent de disparaître. Du coup, on va se retrouver avec pratiquement plus d'arbres dans la ville, quoi. Donc, on comprend que si on a une diversité d'espèces, on a aussi une diversité, une stabilité, une forme de stabilité des services qui sont rendus et des paysages et de l'accueil de la biodiversité. Ouais. Et donc, voilà, ça, c'est une facette. Alors, je continue juste dessus. C'est une des facettes du passage de la nature horticole qu'on met en ville aujourd'hui essentiellement à un écosystème avec de la biodiversité sauvage, spontanée, c'est-à-dire que ça va permettre cette diversité va permettre un maintien de cette nature. Donc il y a beaucoup de fragilité d'une part, et puis deuxièmement, le fait qu'il y ait des relations entre ces espèces va être beaucoup plus accueillante sur l'ensemble des processus écologiques. Je m'explique. Il y a des espèces, par exemple le magnolia, qu'on met aussi dans des villes, dans des petites villes, il y a beaucoup de rues avec que des magnolias. C'est très beau. Ça a des grosses espèces, des grosses feuilles et tout ça. Seulement, on a peu d'insectes qui attaquent les feuilles du magnolia. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu de coévolution entre des insectes et puis les feuilles du magnolia. Alors qu'on mette quelques magnolias, pourquoi pas, mais c'est pas le magnolia qui va permettre de faire revenir des insectes dans la ville, puis des lézards, puis des oiseaux insectivores, etc., etc. Donc l'idée de biodiversité, c'est à la fois la diversité en espèces, que là on vient d'illustrer avec les arbres, par exemple, mais aussi des relations entre ces espèces. Oui. En fait, en gros, s'assurer qu'une fois qu'on aura réintégré la biodiversité dans les villes, donc aussi arrêter la monoculture, peut-être la diversité des espèces végétales, etc., pour qu'on la conserve, cette biodiversité, il faut aussi qu'il y ait vraiment beaucoup de relations entre toutes ces espèces pour que ça se passe bien et que ces services écosystémiques perdurent et soient durables. En fait, Voilà, il y a la notion de durabilité qui est derrière cette idée. On a besoin d'une ville verte, une ville plantée, ça c'est absolument indispensable. Et puis pour intégrer la ville dans la région, donc on a des grands architectes qui ont parlé de biorégion, c'est que la ville, elle doit plus être complètement considérée comme un no man's land pour le vivant, où il n'y aurait que l'homme.
hein, et puis quelques rats, parce que ça, là, on avait un peu de mal à les gérer, mais qu'elles soient intégrées. Et d'autant plus qu'on veut de la biodiversité. On ne peut plus se contenter d'avoir juste quelques espèces qu'on va aller chercher pour les relâcher en plein milieu, comme on l'a fait avec les jardins d'acclimatation et les zoos. Maintenant, si on veut avoir des écureuils en ville, si on veut avoir plus de petits oiseaux en ville, eh ben, il faut que on ait une organisation de la ville. Il faut qu'on ait aussi une relation entre la ville et la campagne qui soit plus forte. Et donc enfin là vous nous expliquerez tout à l'heure, mais donc je pense que c'est tout ce truc de planification, c'est là le rôle après de l'urbanisme vraiment et de comment on pense cette ville qui va être plus végétale et moins minérale, quoi. Voilà, oui, tout à fait. Alors je crois que la demande sociétale aujourd'hui, d'une part, elle est clairement affichée. Hein. Ah oui. Les exemples, toutes les enquêtes qui ont été menées, même il y a 2-3 ans, montrent que les gens veulent une ville agréable à vivre, avec de l'ambiance naturelle et pouvoir mettre les pieds sur la pelouse et regarder les fleurs et autres. Et un autre exemple clair, c'est avec la pandémie, hein, 400 000 personnes qui quittent New York, 24% des Parisiens qui quittent Paris. Voilà, la grande ville complètement minérale avec son classique, boulot, métro, dodo, n'est pas vivable et n'est pas durable. Alors on peut pas revenir à des petites villes, hein, c'est un peu compliqué, même s'il y a une recherche forte à ce niveau-là. Mais par contre, on peut modifier, bien évidemment, les structures de ville et les priorités qu'on donne dans les aménagements urbains. Ça démontre bien, je pense, jusqu'où on a été sur une forme d'architecture intéressante, hein, je ne dis pas, mais qui fait pas urbanisme. Et c'est en ça que dans mes ouvrages, j'ai une tendance, alors ça me vaut beaucoup des grosses discussions avec mes amis architectes, puisque je travaille avec pas mal d'architectes, évidemment, et de paysagistes. Oui. Ça me vaut pas mal de discussions, c'est de dire que l'urbanisme, c'est pas de l'architecture. L'urbanisme intègre de l'architecture, mais il y a avant tout d'autres processus pour y arriver, bien évidemment, et je pense beaucoup à la géographie, à l'écologie, et maintenant à des approches des collègues qui travaillent sur le sensible en ville pour montrer comment on se trouve bien ou pas dans certains quartiers. Et dedans, il y a pas simplement l'esthétique qu'on y a donné, il y a aussi la façon dont on pratique les espaces publics et des choses comme ça. Mais alors, il y a effectivement tout ce volet espace public, etc. Mais pour, par exemple, tous les immeubles aujourd'hui qui ont été construits et qui sont hyper minéraux, comment on fait pour les adapter aujourd'hui à ce besoin de ramener du végétal, en fait? Est-ce que c'est... parce que quand on creuse un peu de ces sujets, c'est hyper complexe, hein, moi, je trouve, mais parfois, un truc qui nous paraît être une bonne idée, en fait, c'est une fausse bonne idée. Et là, moi, je pense tout de suite, quand vous me dites ça, si... par exemple, à la Défense, on mettait des murs végétalisés un petit peu davantage. Mais est-ce que ça serait aussi finalement une bonne idée ou y a un problème derrière qui dit que finalement, non. Enfin, comment aussi on fait pour adapter, vous voyez, sans tout détruire et tout raser, quoi, parce que ça créerait d'autres problèmes en fait. Tout à fait. Alors d'abord, ce qui est le plus important pour rapporter de la nature en ville, de la biodiversité, c'est la pleine terre. Il faut pas qu'on se dise juste on va mettre quelques pots de fleurs et puis comme ça on va résoudre notre problème. Si on veut avoir quelque chose de durable et qui fonctionne, encore une fois, cette notion un peu d'écosystème, on n'aura jamais les écosystèmes qu'on a en pleine nature, faut être honnête, mais s'en rapprocher le plus possible, on va vers de la durabilité. Et je suis intimement persuadé que la ville ne sera jamais durable uniquement avec les grandes lignes qui ont été abordées jusqu'à maintenant, qui sont l'énergie, le numérique, les bases de la smart city sont complètement non durables. Il faut absolument qu'on ait une intégration en même temps. Je n'oppose pas les éléments, mais c'est en même temps pouvoir développer tous ces disciplines, ces objectifs, pour pouvoir avoir une ville qui soit plus vivante. Alors, la pleine terre aujourd'hui reste quelque chose de fondamental. Il ne faut pas que les centres-villes se verdissent uniquement en disant on va mettre quelques plantes sur nos toitures ou sur le bord de fenêtre. Ça peut participer à un verdissement de quartier, ça peut participer à une augmentation de la biodiversité si il y a déjà d'autres choses autour, et ça participe surtout à la sensibilisation du citadin, de l'habitant, qui va participer, qui va être plus sensible à ce qui passe autour, qui va un petit peu aussi, alors
du décorum aussi au potager. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne là. Et la première chose, c'est vraiment aujourd'hui, et aujourd'hui, il y a des projets, ça commence tout juste à bouger. Alors évidemment, moi, ça fait 20-25 ans que je suis là-dessus, donc je boue parce que c'est bien Bah trop oui, long. mais bien sûr. On commence à poser des questions, enfin, sur le zéro artificialisation net, le ZAN, dont on commence à parler un peu dans toutes les collectivités, hein, c'est-à-dire arrêtons l'étalement urbain. Ouais, d'accord. Voilà, qui mange de l'agriculture, qui mange des forêts, qui mange des zones plus ou moins naturelles. Donc, c'est au moins un objectif intéressant, bien évidemment. Il faut que les villes arrêtent de s'étendre comme ça et qu'on n'ait plus que de l'urbain avec quelques petites taches vertes à droite à gauche. Mais comment densifier la ville? Avec tout ce que j'ai dit avant, on comprend bien qu'il y a un antagonisme un petit peu entre garder des grands espaces verts, avoir des promenades et des plantations un peu partout, et puis densifier. Donc la première chose qui vient à l'esprit, évidemment, c'est souvent des bâtiments très hauts, les tours. Les tours, c'est pas très écologique, on n'est pas sur de la durabilité. C'est très consommateur d'énergie, ne serait-ce que par les ascenseurs, mais pas que. C'est très fragile. C'est certainement pas, au point de vue énergie, ce qu'on fait de mieux. C'est vrai qu'on prend moins de place au sol, mais on résout pas le problème. Alors il y a quelques artistes paysagistes qui vont nous faire des tours très vertes. Le Bosco Verticale à Milan, le dessin de Vincent Caillebout et tout ça sont très intéressants. Ça montre qu'effectivement, on pourrait inventer sans doute d'autres choses. Le gros problème, souvent, c'est qu'il n'y a pas de botanistes, il n'y a pas d'écologues derrière ces projets-là, et on fait des choses qui ne sont pas vivables, pas durables. Il faut changer les plantes très régulièrement, il faut pas toucher, il faut avoir des systèmes d'irrigation permanente. Voilà. Il faut réunir autour de la table beaucoup de personnes, en fait. Il faut réunir plus de personnes qu'aujourd'hui pour faire effectivement des végétalisations comme ça. Et il faut avoir des spécialistes qui sont capables aussi de freiner des envies souvent politiques, qui sont parfois légitimes, mais il n'y a pas de problème, pour parler des choses un peu correctement et pour savoir jusqu'où on va. C'est-à-dire, donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, oui, on peut végétaliser des bâtiments. On sait faire des toitures maintenant qui sont plus pour de la biodiversité qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on mettait du sédum, on continue à mettre du sédum, c'est des petites plantes grasses qui ne nécessitent rien du tout comme entretien et comme substrat, et donc du coup, ça pousse un peu n'importe où. On en met beaucoup, plus de 90% dans la ville de Paris, des toitures sont en sédum et dans les plus grandes villes aussi. Et maintenant, il faudrait pouvoir mettre un peu plus de substrat, de terre dessus pour pouvoir avoir plus d'arbustes et donc peut-être un peu plus d'insectes, puis de lézards, reconstituer un peu ces chaînes alimentaires. Donc, un bâtiment végétalisé peut participer à ça. Et on peut adapter, du coup, un bâtiment qui a été construit aujourd'hui ou il y a 10, 20, 30 ans, à accueillir davantage de biodiversité sans devoir le détruire et le repenser, quoi. Alors, ça, c'est ça dépend. aussi. Oui, tout à fait. Alors, il y a plein de bâtiments, notamment à Paris, c'est un mauvais exemple parce qu'on a énormément de bâtiments haussmanniens avec du zinc en pente et là-dessus, on peut rien mettre, c'est clair. Et puis il y a des fenêtres partout. Quand on fait des analyses, ce qu'a fait l'agence parisienne d'urbanisme, on voit qu'il y a plein de cours qui pourraient être végétalisés encore plus. On voit qu'il y a plein de pignons où il n'y a pas de fenêtres du tout sur lesquels on pourrait avoir des plantes grimpantes. Et on voit qu'on a aussi des bâtiments beaucoup plus neufs, notamment effectivement dans le 20e, le 13e. Alors je parle de Paris parce que c'est un peu l'exemple et que Paris se targue de vouloir mettre beaucoup de biodiversité. C'est vrai que c'est une ville qui part de loin, mais là il y a du travail de choix et on peut tout à fait adapter en fonction des portances des plantations. C'est ce qu'on a fait au muséum, sur lequel on est en train de travailler, et puis sur quelques écoles à Paris aussi. Ouais. On a végétalisé, on a amené un peu de substrat sur des toitures, on a vérifié les portances, est-ce que ça allait supporter le poids, et puis donc on a mis un peu de substrat et on fait des expériences un peu nouvelles. On essaye de voir deux choses. La première chose, c'est on essaye de voir si on mettait que du substrat, est-ce qu'on a des graines qui se promènent un peu suffisamment partout pour pouvoir se développer et végétaliser toutes seules de façon spontanée, autonome, un bâtiment. Et alors ça marche assez bien. On a des problèmes au début parce qu'on voulait pas arroser, donc on a eu des problèmes, mais ça tout a cramé avec les étés très très chauds qu'on a eu il y a 2 ans notamment. Mais
on a pas mal de choses qui se sont installées sur des substrats qu'on a suivis et qu'on a analysés. On a vu même des coquelicots, des Ah oui. orchidées, donc des fleurs qui sont jolies, sympas, belles, qui se sont installées spontanément. Donc ça, on fait des travaux là-dessus, on essaie de voir comment ça marche et jusqu'où. Et c'est sur des bâtiments anciens, hein, c'est pas des bâtiments tout neufs, Oui. bien évidemment. Et puis on essaie aussi de voir un petit peu si on essaie de tester le fonctionnement dont je parlais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire pour ne pas rester sur le tout horticole. Hein, on a quelques espèces qu'on sait bien planter et tout ça. Et si on mettait des espèces spontanées ou qui arrivent toutes seules. Et donc on regarde si ça favorise ou pas le fonctionnement de ce petit habitat où on va avoir des espèces horticoles et puis des plantes un peu plus naturelles. Est-ce que ça marche ensemble? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on a plus de pollinisateurs? Est-ce que les plantes se supportent? Voilà, on essaye de voir un peu D'accord, ce ok. que moi j'appelle les néo-écosystèmes qu'on est en train de construire. Ok, ben, c'est super. Donc en fait, bon, ce que vous nous dites, c'est, enfin, moi je trouve ça positif en fait, c'est que il y a plein de choses qu'on est en train de tester, qui vont arriver et de nouvelles idées. Oui, tout à fait, voilà. Alors, il y a l'idée forte qui est de dire on peut pas continuer à faire un paysage urbain tel qu'il est, c'est-à-dire soit complètement minéral, soit avec quelques espèces horticoles. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de paysagistes qui ont évolué hein, clairement vis-à-vis de ça. Et je crois que Gilles Clément est intervenu Oui, dans une tribune. dans le podcast. Ouais, ouais. Voilà, et il a une Il le approche dit très bien. Ouais. très naturaliste, donc du coup il a une attention aussi un petit peu à la notion de diversité et d'organisation. Hein. Donc il y a les jeunes sont encore beaucoup plus sensibles en Ouais. posant plein de questions sur effectivement ces notions de fonctionnement écologique, de processus écologique, hein, chose qu'ils apprennent pas hein, à l'école des paysages. Hein. Donc Mais voilà, ça, c'est le fou paysage aussi. Hein. urbain peut changer, mais il faut qu'on ait aussi des éléments cohérents. Et mon rôle de scientifique, c'est aussi d'amener une connaissance par rapport Mm. voilà, à ces fonctionnements et à le caractère opérationnel qu'on pourrait en déduire aussi. Ouais, c'est ça. Et alors, est-ce que concrètement, parce que depuis tout à l'heure, ce mot revient de service écosystémique, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce que nous apporterait ben voilà, le fait d'avoir plus de biodiversité en ville? Oui, alors on utilise le terme de service écosystémique, c'est un terme un peu complexe, un peu scientifique, hein, qui a Ouais. été mis en valeur par le Millennium Ecosystem Assessment. Ça a été un grand rassemblement de scientifiques pour répondre à une question de l'ONU à l'époque. Hein, c'était un peu précurseur du fonctionnement du GIEC hein, maintenant. Oui. Voilà, donc, et à l'époque, donc c'est 2000, hein, les années 2000, tout début des années 2000, il y a eu donc plusieurs dizaines, centaines de scientifiques qui ont répondu à la question, mais est-ce que la nature sert à quelque chose? On est tellement sur un anthropocentrisme, c'est-à-dire que la nature doit nous, voilà, elle est pour nous et on est tellement bon là-dedans qu'il n'y a pas de problème. Et il y avait une idée forte un peu de montrer, à défaut de montrer qu'on fait partie de la nature, l'idée de l'ONU, c'était déjà de rentrer par cette notion de service. Et donc, du coup, il y a eu un très gros travail. Il y a plusieurs gros rapports hein, qui sont sur Internet. En gros, pour faire très simple, il y a 4 services. Il y en a un dont je parlerai pas, c'est le service d'auto-entretien de la nature, hein, qui elle-même se reproduit, Oui, etc., parce qu'il n'y a etc. pas de déchets, enfin tout est... Ouais, ok. Ouais. Là, tout à fait, donc qui est à prendre hein, en exemple certainement. Mais il y a 3 services principaux de ces services écosystémiques. Alors nous, on dit maintenant souvent services écologiques, c'est plus Oui, compréhensible. Hein, voilà. ouais. De ces services, il y a les services de production. C'est la nature qui nous nourrit, qui nous habille, qui fait nos matériaux de construction, qui etc. etc. Donc voilà un premier service que rend la nature. Un deuxième, ce sont les services de régulation. Ben, c'est grâce à la nature qu'on voilà, on croule pas sous les déchets parce que il y a aussi des recyclages, il y a des filtrations de l'air, il y a de la production d'oxygène, il y a de la capture de CO2. Voilà, tout ça c'est de la régulation. Hein. Mm. Et puis le troisième c'est les services culturels. Donc on reconnaît à la nature le besoin absolument pour l'homme de récréation, de bien-être, d'ambiance, etc. Donc voilà, c'est ça, les 3 services. Alors qu'on a des valeurs différentes. Hein, si on est en pleine forêt quelque part, on n'a pas les mêmes services que quand on est en plein centre-ville et qu'on regarde une Ouais. plante ou un arbre.
Mais en tout cas, dans les services là de régulation, je crois que je lisais que ce qui est vachement intéressant, c'est par exemple planter des arbres pour baisser un petit peu la température. Et je crois qu'on arrive quand même à des chiffres qui sont, enfin, je lisais que c'était presque 5 degrés qu'on pouvait, enfin, de différence de température entre enfin, un espace qui est complètement minéral et un parc dans lequel on a planté des arbmes, quoi. Ce qui est énorme Tout en à fait. fait. Enfin, 5 Oui, degrés, tout à fait. c'est fou. Non, c'est bien démontré. Alors, évidemment, il vaudrait mieux travailler sur les causes que sur Évidemment, que sur oui, les effets, hein. On est d'accord, mais ça, c'est une autre discussion. oui. Mais on a tout à fait démontré que les quartiers très, très minéraux, en été, ont 5 à 8 degrés de différence avec des quartiers très verts ou des espaces plus naturels en bordure de ville. Oui, ouais, tout à fait. Ça, c'est très vrai. Là, l'approche régulation des îlots de chaleur, avec les approches de santé, sont les premiers aujourd'hui services qui sont avancés par tout le monde. Alors on l'a fait nous scientifiques, hein, on a démontré pas mal de choses là-dessus. Hein. On va Mm. revenir sur la santé aussi, qui aujourd'hui est un sacré problème, hein, puisque il y a eu des débats sur le fait aussi que il faut supprimer la nature en ville parce que c'est elle qui nous amène les pandémies. Hein. Donc voilà, il y a des sujets qui sont pas toujours très très bien compris, hein, qui sont un peu simplistes, Mm. populistes, je vais me dire. Ouais. Alors qu'on a très bien démontré l'importance de la biodiversité justement pour limiter les pandémies et filtrer un petit peu tous les germes qui pourraient se promener un peu partout. Encore une fois, voilà, ces deux services-là sont largement avancés comme prioritaires et maintenant reconnus par toutes les collectivités. Ouais, et puis aussi peut-être parce il y a parfois les freins, ça peut être aussi de se dire qu'en fait ça va être un peu sale, que ça va être un petit peu, je sais pas comment vous dire, mais que à l'utilisation il Oui, va y avoir tout un truc où en fait ça va être compliqué et puis on va devoir changer peut-être aussi nos habitudes, les pratiques d'entretien. Je sais pas aussi se dire que les citadins vont avoir plus d'allergies parce qu'il y aura plus de, enfin c'est peut-être aussi des éléments comme ça qui tout sont à fait, oui, oui, tout à culturellement un fait. petit peu des ouais, Il y a une obligation de sensibilisation, d'explication. ouais, On c'est peut ça. pas passer du jour au lendemain à des trottoirs goudronnés, propres, passés au Karcher, etc., à des feuilles mortes, des petites plantations de plantes le long des bâtiments, des choses comme ça. Ça, c'est pas possible. Il faut que on explique et que les gens comprennent. Alors, les explications elles peuvent être directes, comme moi je le fais lors de mes conférences ou Bah oui. discussions que j'ai avec vous, Et comment ça aussi, ou ouais. indirectes. Elles peuvent être indirectes. Là, je crois que les gens, ils ont compris que il était hors de question qu'on ferme les parcs quand il y a une pandémie et que Ouais. voilà et que on continue pas à planter un peu plus sérieusement les choses. Les gens ont aussi compris que moi j'ai reçu beaucoup de lettres là-dessus que mettre des pots de fleurs en disant qu'on met de la biodiversité dans les grandes villes. Hein, vous avez vu ces grands pots de Mm. couleurs plastiques qu'on met un peu partout. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de terre dedans, mais on n'est pas du tout en plein sol. On est sur des espèces horticoles. On est c'est de la sculpture, c'est de voilà, on décore, on n'est pas en train de mettre de la nature en ville et encore moins de la biodiversité. Et je crois que notre message finit par être compris aussi dans ce sens-là. Ouais, mais en fait, c'est un véritable changement de paradigme en fait qu'il faut opérer Alors, quoi. oui, alors le changement de paradigme, il est sur les objectifs, mais il est certainement aussi sur les moyens, quoi. Ouais. C'est-à-dire repenser un peu différemment la conception ou la requalification urbaine. Le but, n'est pas de continuer à faire plein de logements et de faire plein de routes pour nos voitures et de rues, Mm. de boulevards larges pour nos voitures. Le but, c'est que peut-être la ville soit vivable et accueillante. Et alors, c'est des propos que les sociologues tiennent depuis longtemps. Les Oui. architectes en prennent évidemment en compte, les paysagistes aussi, puisqu'on parle de pratique et d'usage de l'espace public. Mais il faut avouer que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de bancs agréables dans nos villes qui nous Mm. permettent de discuter avec le voisin. Et tout se tient un petit peu. Alors voilà, donc Oui, ça il y a continue encore un peu trop malheureusement d'être vu comme une ça utopie par continue à beaucoup de ouais, personnes. Ouais. complètement. Mm. Aujourd'hui, on est trop sur des appels d'offres qui sont beaucoup trop directs. Voilà, il faut tant de logements et tant de parking, quoi. Hein, et on a beaucoup de mal à sortir de ça. Et bien sûr, on peut avoir des regrets quand on voit. Alors, moi, je trouve qu'il faut qu'aujourd'hui on soit très ambitieux, hein, sans quoi on C'est n'avance ça. pas. Mm. Donc, je suis évidemment très critique, c'est facile, je sais bien, mais
voilà, les gares du Grand Paris restent quand même avec des espaces publics peu travaillés. Il faut être honnête. La Solidéo et les grands projets pour les Jeux Olympiques, alors qu'il y a beaucoup d'argent, restent tout à fait classiques. Hein. Bien sûr qu'on va mettre du bois et des toitures végétalisées, mais on n'a pas du tout abordé une conception urbaine. Je parle pas d'architecture, je parle d'urbanisme qui aurait pu être complètement novatrice au niveau mondial, qui existe dans certaines villes peut-être tropicales, hein, mais Singapour ou Shanghai. Mais bon, voilà. Bref. Il faut être encore, enfin, continuer à tenir ces ambitions-là. Enfin, en tout cas, à les diffuser. Je pense Voilà. aussi parce que les nouvelles générations, à mon avis, elles auront envie de passer beaucoup Plus sensible, plus. tout à fait. Oui, oui, je le vois bien. Dans mes conférences où je tiens ce propos-là, j'ai toujours des très jeunes paysagistes ou des jeunes architectes qui sautent au plafond en disant non, 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 maintenant on est conscient, on veut faire ça, etc. Et donc, c'est bien là. C'est bien Oui, les enjeux qu'on a à pousser, et d'autant plus qu'on vient de loin, quoi. Hein. Il y a des villes alors, par exemple Paris, encore une fois, qui démarrent de très loin, hein, 5 mètres carrés d'espace vert par habitant, quand il en faudrait au minimum une quinzaine, selon l'OMS. Et nous, en Europe, on dit qu'il faudrait au moins 23. Voilà, il y a du travail à faire. Oui, puis il faut le voir vraiment comme une formidable opportunité de faire autrement. Peut-être que c'est aussi l'occasion d'avoir, enfin, que la place des paysagistes et de toutes ces personnes qui vont aider demain les institutions, les mairies, les promoteurs, les architectes à aller vers ce nouveau paradigme va changer la place de ces gens-là, des nouveaux métiers aussi peut-être qui vont arriver. Enfin voilà. Donc ça c'est. Oui, tout à fait. C'est une complémentarité. Il faut être clair, c'est pas remplacer des compétences, hein, Non, non, une non. Ouais. complémentarité. C'est-à-dire que dans les outils, moi je défends beaucoup des notions de consortium un peu complexes, c'est-à-dire que l'urbaniste mandataire sur un projet, sur une requalification, il doit s'entourer d'un architecte, il doit s'entourer d'un paysagiste, mais il doit s'entourer aussi d'un géographe et d'un écologue qui ont tout ça, ce sont des compétences qui vont faire projet. C'est plus, il ne faut plus que ce soit que l'architecte. L'architecte ne peut pas être écologue, il n'a pas la culture. Alors, ce qui est important, c'est qu'il soit sensibilisé, qu'il comprenne comment s'ouvrir, voilà, et surtout l'urbaniste, hein, comment intégrer ces choses-là. Donc, ça demande des formations minimum. Hein, voilà, on a monté au muséum une formation urbanisme et biodiversité, où on a surtout des jeunes architectes et paysagistes d'ailleurs qui viennent faire un complément de formation après avoir leur DPLG, voilà, et où on leur explique un petit peu une autre vision un peu du paysage, du fonctionnement, de l'urbain, de la façon de vivre aussi, voilà, la ville. La ville, ouais. Oui, puis en fait, c'est aussi de se dire qu'avant même de produire les premières esquisses, tout ça, qu'en fait, il y a plein de choses à voir, enfin, peut-être des diagnostics, enfin, je sais pas, hein, mais j'imagine des choses qui vont permettre une fois qu'on aura toutes ces informations, penser là, à commencer à être dans le projet en tant que tel, ouais. Tout à fait. C'est un de mes. Et pas avancer en aveugle, quoi. Enfin, en tout cas, en se disant, bon, bah. C'est un de mes objectifs, c'est d'essayer de rendre un peu des vrais diagnostics obligatoires. Là, quelques architectes et urbanistes qui le font, mais pas tant que ça. C'est-à-dire, avant de placer des immeubles, des collectifs, des voiries ou autres, on étudie avec un géographe, on étudie avec un écologue le fonctionnement du territoire sur lequel on implante quelque chose. Comment se passe le fonctionnement de l'eau. Alors, ça se fait de moins en moins, cette notion de table rase, bien évidemment, mais quand même, ça continue à se soustraire complètement à des fonctionnements écologiques, à des fonctionnements de flux, hein, qui soient, alors on fait un peu de social, bien évidemment, mais les flux de tout niveau, hein, les flux au niveau de l'eau, au niveau de la faune et de la flore, les flux au niveau des mobilités, les flux. Voilà, il faut que tout ça soit mis ensemble. Oui, qu'en fait, on s'adapte aussi au contexte, enfin, en tant qu'on ait cette humilité peut-être aussi de regarder ce qui est disponible, ce qui est là, ce qui est présent, et que d'ailleurs, c'est peut-être jamais le même territoire que le projet d'avant ou celui encore enfin voilà. Voilà, tout à fait. Ça, c'est assez connu, mais c'est vrai que l'idée, c'est d'avoir des grandes stratégies qu'on peut appliquer un peu partout. Par exemple, alors ce que moi j'appelle le diagnostic croisé, d'autres appellent ça des diagnostics territoriaux, c'est-à-dire d'avoir plein de visions différentes et d'éléments de construction différentes, et puis de débattre après pour pouvoir faire le projet.
Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement fondamental, c'est cette transversalité. Et d'ailleurs, alors là on parle de la conception et tout ça, mais c'est des choses qu'on devrait retrouver de plus en plus, je l'espère, dans les services municipaux, dans les services des collectivités, quelles qu'elles soient d'ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est encore sur des silos, c'est un des grands problèmes de nos fonctionnements municipaux et de plein de collectivités. Il faut absolument qu'on ait une transversalité pour prendre des décisions et qu'on arrête la construction, c'est la direction de l'urbanisme. Après, le verdissement et l'entretien des plantes, c'est la direction des espaces verts. Voilà. Il faut qu'on arrête ces choses-là. C'est obligatoirement une transversalité qui est nécessaire et qui commence tout doucement à se faire. C'est pareil, c'est très très long. On commence à avoir des municipalités, on commence à avoir des grands EPCI, enfin des grands établissements comme ça, collectivités qui mêlent un petit peu voilà des compétences complémentaires. Ouais. Alors Philippe, là, vous savez, ce podcast s'appelle Où est le beau? Moi, je crois qu'en fait, le beau, c'est un truc dont on a besoin, qui est quand même fondamental dans nos vies. Et je suis persuadée qu'en fait, voilà, après tout ce qu'on s'est dit, moi, j'ai qu'une envie, c'est de vivre dans une ville comme ça, en fait, avec plus de diversité, parce que je pense qu'en fait, elle sera beaucoup plus belle aussi, mais belle au sens de, avec aussi un sens, parce que plus durable, etc. Est-ce que vous pourriez peut-être partager avec nous votre définition du beau? Ma conception du beau se rapproche de deux choses. D'abord, du naturel, on l'aura compris, bien évidemment. Et je pense que ce naturel peut certainement créer une nouvelle esthétique. Et puis il y a un autre élément que j'avais très vite compris aussi en travaillant avec des municipalités d'ailleurs et puis des groupes de citoyens, c'est la notion de spectaculaire, de surprise. Une œuvre nous surprend, nous enthousiasme, nous sidère et elle peut rentrer dans la catégorie du beau. Et je crois qu'en croisant les deux, le naturel et puis cette notion un peu de surprise, d'inattendu, ouais. Voilà, d'inattendu, je pense qu'on pourrait avoir un peu cette nouvelle forme d'ambiance et de beau, si on veut. Une nouvelle esthétique, une nouvelle beauté de la ville qui ne serait plus ce qu'elle a été avec ses critères de matérialité forte. Genre, encore une fois, le verre, le béton, l'acier qui fait nos grandes tours et qui fait des choses très originales qu'on peut trouver belles, bien évidemment, mais une esthétique aussi avec cette verdure qui peut encore nous surprendre et dont on a absolument besoin. Ouais, c'est clair. Est-ce que vous auriez un message à faire passer peut-être aux jeunes architectes, urbanistes, même paysagistes qui nous écoutent aujourd'hui? Je suis consultant aussi en écologie urbaine, maintenant plutôt en urbanisme d'ailleurs, et à chaque fois souvent avec des grandes agences très connues, et je leur dis d'être beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus innovants et de sortir des classiques demandes parce que les municipalités ont des contraintes et des obligations à répondre, et si ce sont pas les concepteurs eux-mêmes qui font des propositions originales et bousculant les lignes, comme j'ai écrit souvent, qui le fera. Donc effectivement, sur ces jeunes professionnels, je crois qu'il faut oser et c'est souvent une des clés du succès d'ailleurs, d'oser franchir les lignes qui sont pas bien écrites dans les appels d'offres et oser proposer des consortiums souvent un peu plus compliqués et d'une part et des projets avec beaucoup plus d'objectifs que ce qui a été demandé. Ouais. Et est-ce qu'il y a une personne à laquelle il serait intéressant de passer le relais peut-être pour venir nous parler du beau, qui aurait des choses à nous dire, qui serait engagé aussi? Alors je sais pas, quelqu'un à qui vous pensez pour un futur épisode? Du côté un peu académique, je pense à des collègues architectes, mais qui sont plutôt académiques opérationnels, comme Xavier Lagurgue, avec qui je travaille et qui enseigne à l'École nationale d'architecture de Val-de-Seine. D'accord. Je pense à Emeline Bailly, qui travaille sur le sensible et qui a fait plusieurs ouvrages avec une de ses collègues, Dorothée Marchand, sur cette approche un peu d'une autre ambiance à vivre dans la ville, ou des architectes comme Aubras, comme Frédéric Bonnet, avec qui
j'avais travaillé il y a déjà de nombreuses années, et qui a une approche assez logique, assez constructive par rapport à ce que je dis aussi de la prise en compte de diagnostics à la fois écologiques, social et pratiquer, comment l'espace est pratiqué avant de le modifier ou de le requalifier ou de le modifier. Donc voilà, c'est des personnes qui ont tous intervenu d'ailleurs dans mon ouvrage Urbanisme et biodiversité. Oui. Dont je mettrai le lien dans les notes de l'épisode, évidemment. Vous retrouverez tout ça très facilement. Merci beaucoup, Philippe, pour cette discussion. Merci. Merci.